Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube Hormones Naturaux. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité exceptionnel pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Bruno Meret. Bonjour Maud. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel honneur de t'avoir sur cette chaîne. Merci à toi. Vraiment, on va essayer de passer un bon moment et de faire avancer les choses de la santé fonctionnelle. Aucun doute avec toi. Alors donc, j'ai souhaité t'inviter à l'occasion de la parution de ton nouvel ouvrage qui s'intitule Maîtriser votre protocole santé avec les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Cet ouvrage est publié aux éditions Marco Pieter dans la collection Résurgence Médecine fonctionnelle et c'est le docteur Stéphane Résimon qui l'a préfacé. Donc c'est déjà pas rien du tout. Un Vraiment honneur. bravo à Un toi. honneur. Alors, Bruno, moi, je te connais très très bien, je t'admire, mais tout le monde ne te connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc, tu es biochimiste et micronutritionniste. Est-ce que tu peux nous donner, avant d'entamer l'interview, une définition de la micronutrition, s'il te plaît? Oui, alors en deux mots déjà, c'est vrai que je me présente en deux mots. C'est vrai que je suis ingénieur biochimiste diplômé de l'INSA de Lyon et je suis aussi diplômé, j'ai un diplôme universitaire en ce qu'on appelle les analyses, on va dire des analyses médicales. Voilà, je suis diplômé aussi de l'université de Dijon. Voilà, ça remonte à loin déjà tout ça, mais voilà, ça je voulais le poser. Alors la micronutrition, ben, c'est pas évident à définir hein, très très souvent. Moi, je le définis en l'opposant à la macronutrition que les gens connaissent bien la plupart du temps. On sait qu'il y a trois grandes catégories de macronutriments, les glucides, les lipides, les protides. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, la micronutrition, c'est un peu tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui va s'occuper de facteurs nutritionnels très importants qu'on considère de plus en plus depuis quelques années, mais qui ne sont pas encore très intégrés dans les cursus universitaires médicaux ou diététiques ou autres. C'est les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux et autres micronutriments, parce qu'il n'y a pas que ça. On pourra peut-être parler voilà, du CoQ10, des oméga 3, des polyphénols, des antioxydants, etc. Et donc, ils sont des micronutriments qui sont importants et donc, comme leur nom l'indique, ils sont en petite quantité hein, donc, par rapport à ces macros. Et donc, les couvertures quotidiennes nécessaires sont des petites quantités, micro. Voilà, donc c'est un petit peu la définition que je donne. D'accord. Et puis, les micronutriments aussi n'ont pas de valeur calorique, c'est ça qui différencie Alors, aussi des tout à macros. fait, pas de valeur calorique. Alors, c'est vrai que c'était une question euh, assez directe pour rentrer dans le vif du sujet et assez surprenante en fait pour moi, parce qu'en fait, la micronutrition ne fait partie qu'un de mes outils. C'est pas du tout ce que je fais. Je ne me définis pas comme micronutritionniste. C'est un outil parmi d'autres. Je fais ce qu'on appelle de la santé fonctionnelle. C'est une vision intégrative du corps humain. J'ai toujours à cœur de dire que moi, je vois le corps humain comme un open space, c'est-à-dire comme quelque chose qui est alors qu'avant tel qu'on l'a enseigné, tel qu'on me l'a enseigné moi dans les années 80-90, le corps humain était très cloisonné. Il est toujours trop vu comme une cloise, comme une segmentation par organe, beaucoup trop, je pense. Alors qu'aujourd'hui, la science nous démontre que c'est plus du tout la manière dont on devrait considérer le corps humain. Tout interagit avec tout. Et donc, c'est un open space. Et donc, moi, j'essaie d'y voir un petit peu plus clair dans cet open space quand il y a des troubles fonctionnels. C'est-à-dire quand les gens viennent voilà, en consultation pour des désordres fonctionnels, hein, parce que je ne fais pas de diagnostic, je ne suis pas médecin, donc je ne traite pas des pathologies, je rétablis des fonctions. Et donc, du coup, je fais de la santé fonctionnelle et avec un outil, entre autres, qui est la micronutrition. Voilà, donc c'est bien de recaler un petit peu les choses. Merci Bruno. Oui, effectivement, toutes les informations sont partagées dans cette interview, donc elles remplacent en aucun cas les conseils qui ont pu être prodigués par votre médecin. On va pas établir des diagnostics. Donc ça, c'est vrai que Bruno, tu es toujours très très clair avec ça et tu mets toujours une ligne très stricte entre la médecine, la prise en charge médicale et puis nous, l'approche fonctionnelle. Donc ça, c'est vrai Oui, que tu le précises toujours. Et je puis crois que c'est bien. Je oui, crois que c'est bien. Si tu me permets, c'est vrai que je le précise toujours parce que justement, ma spécialisation, c'est donc comme je l'ai dans ce livre, les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Je suis vraiment, voilà, j'ai développé une expertise depuis des années sur ce sujet. C'est ce qui me passionne dans ce domaine.
Et du coup, vu que c'est, quand on entend le mot analyse ou biologie, comme je le mets dans l'introduction du livre, on se dit, ah, bah ça c'est vraiment, c'est très médical, c'est vraiment, et non, pas du tout, ce ne sont pas du tout des analyses médicales, justement, ce ne sont pas des biologies médicales. Et j'ai travaillé dans mon ancienne vie pendant plus de 15 ans pour l'industrie pharmaceutique. J'ai fait des milliers d'interviews avec des médecins de toutes les spécialités confondues sur toutes les pathologies possibles et inimaginables, parce que je travaillais sur des lancements de médicaments. Donc j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup, on va dire, baigné dans ce monde médical. Et donc, j'ai la prétention de pouvoir relativement bien faire la différence entre ce qui est vraiment du ressort des analyses médicales à visée diagnostique et ce qui sont du ressort des analyses de prévention que l'on fait, des analyses de terrain que l'on fait avec les analyses nutritionnelles ou fonctionnelles. Donc, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai à cœur de le rappeler quand je fais une conférence, quand je fais une interview, quand je fais une formation, pour vraiment que les gens, notamment les gens que je forme, ne se prennent pas pour des petits médecins, quoi. Nous ne sommes pas des médecins, nous travaillons sur des analyses de terrain et c'est très différent. Voilà, on va en Tout à fait. reparler, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que le terrain, c'est une notion qu'on connaît bien en naturopathie. Bon, c'est vrai que c'est des notions un petit peu anciennes parce qu'on se base toujours sur les terrains hippocratiques. Et grâce à cet outil, comme tu l'appelles, d'analyse nutritionnelle et fonctionnelle, on peut aller beaucoup plus loin. On est beaucoup plus précis. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, oui, bah, c'était un exemple, tu veux dire, de type d'évaluation du terrain, par Oui, exemple, tu par veux dire. exemple, Ouais, oui. ouais, ouais. Bah, c'est très important, hein, ce que tu viens de dire. Parce qu'en effet, dans mon livre, j'ai un peu essayé de redéfinir la notion, revaloriser, redonner, on va dire, redonner de la valeur à cette notion de terrain qui m'est vraiment chère et qui, comme tu dis, est très chère aux naturaux. Et moi, j'ai une formation de naturopathe aussi, donc j'adore cet univers de la naturopathie, l'état d'esprit. Et donc, par contre, je pense qu'on a des outils aujourd'hui modernes pour investiguer le terrain de manière un peu différente que ce que l'on enseigne dans les écoles de nature. En tout cas, d'aller un petit peu plus loin, complémentaire, hein, de manière complémentaire. Et donc, en effet, bah, par exemple, un qui me vient à l'esprit, qui est assez classique et très connu, enfin connu, qui mériterait à être très connu, c'est le terrain inflammatoire, par exemple, avec une analyse remarquable que j'adore, qui fait partie des analyses de l'assiette qui est l'analyse des acides gras érythrocytaires. Alors, c'est un terme un peu barbare, érythrocyte, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un érythrocyte, c'est un globule rouge. Et donc, on analyse la composition de la membrane des globules rouges et de manière assez magique, cette composition de la membrane des globules rouges va nous donner un reflet de la consommation des lipides, l'assiette des gras, des 3-4 derniers mois d'une personne. Hein, c'est-à-dire un patient qui vient en consultation, qui a des troubles inflammatoires, eh bien, une des meilleures manières d'évaluer son terrain, c'est cette analyse-là, qui permet de voir si dans ces 3-4 derniers mois, elle a consommé trop d'acides gras saturés, les fameux mauvais acides gras comme le palmitique, voilà, que tout le monde connaît, l'huile de palme, voilà. Si elle a consommé suffisamment d'huile d'olive, s'il y a des apports comment dire, de poissons gras ou d'huile végétale de qualité, très riche en oméga 3, par exemple. Donc ça nous donne un très très bon reflet. C'est presque un mouchard, c'est terrible, mais on ne peut pas nous mentir. Après, là, du coup, là, forcément, on sait exactement ce qu'il y avait dans l'assiette des gras et des sucres aussi un petit peu à travers cette analyse. Donc c'est une excellente analyse de terrain inflammatoire, par exemple. D'accord. Bah, justement, ça, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on met dans l'assiette. Mais tout n'est pas forcément assimilé et on peut justement aussi faire des déductions entre ce que la personne déclare mettre dans l'assiette et qui est pas forcément contestable et puis ce qu'on retrouve en sanguin. Et puis bah, justement, là, on va se dire que si c'est pas en corrélation, ça permet justement d'investiguer le fonctionnement digestif avec des troubles de malabsorption. Donc, Oui, c'est tout à vrai que ça, fait. c'est aussi intéressant. On Tout permet à fait. d'aller beaucoup plus loin que l'assiette, le terrain hippocratique. Donc, c'est ce que tu appelles dans ton ouvrage les bilans 2.0, quoi. Ça Les permet bilans de vraiment. terrain 2.0, ouais, tout Ouais, à tout fait. à fait. C'est vrai que c'est très important ce que tu dis, par exemple, parce qu'il y a une analyse qui s'appelle, alors, autre analyse de terrain assez classique, qui s'appelle l'analyse des caroténoïdes. Alors, le caroténoïde, tout le monde sait à peu près ce que c'est ce qu'on trouve dans les fruits et légumes colorés, en fait. Ce sont des antioxydants très puissants. Et en fait, alors, en fait, on peut très bien consommer, avoir une belle assiette de fruits et légumes colorés,
et qu'on retrouve très peu de caroténoïdes à l'analyse. Et en fait, il y a une étude assez récente d'ailleurs, qui est sortie en 2023, qui montre que l'analyse des caroténoïdes, qui est un bon reflet d'une bonne diète méditerranéenne, en fait, c'est-à-dire quand on retrouve des bons caroténoïdes dans le sang à l'analyse, ça veut dire que vraiment il y a une bonne diète méditerranéenne. Eh bien, c'est plus fidèle, cette analyse est plus fidèle que le déclaratif patient. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant de regarder ce qu'il y a dans le sang que d'écouter ce que la personne va dire qu'elle consomme régulièrement en termes de fruits et légumes. Pourquoi? Parce que justement, les caroténoïdes sont des substances très... L'absorption est très individu dépendant d'une bonne fonction biliaire, d'une bonne mastication, d'une acidité gastrique et de certains fameux polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des caractéristiques génétiques individuelles qu'on a malheureusement tous, malheureusement ou heureusement, on a des forces, on a des faiblesses génétiques qui nous permettent de métaboliser mieux certaines substances que d'autres. Et donc les caroténoïdes, d'un individu à l'autre, l'absorption peut énormément différer. Et donc l'analyse est une meilleure, est plus fidèle que le déclaratif, aussi précis soit-il, j'insiste, hein, ce n'est pas juste un Bien sûr. déclaratif comme ça, mais vraiment un déclaratif précis de consommation régulière. Voilà, c'est intéressant. Et ça, c'est une grosse étude qui est sortie, qui reflète, qui voulait évaluer la tenue du régime méditerranéen. Voilà, parce que c'est le régime santé, donc autant essayer de cadrer le plus possible à ce régime santé par excellence, quoi. Mm. D'accord. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que on comprend que pour deux personnes qui auront exactement les mêmes apports alimentaires, bah, enfin, l'assiette pourrait être insuffisante pour une des personnes et à cause de troubles de malabsorption, et pour l'autre personne, ça satisfera tous ses besoins. Tout à Donc c'est fait, vraiment exactement. ça, cette personnalisation, individualisation dans l'investigation, dans la prise en charge. Tout à fait. C'est tout l'intérêt, exactement ce que tu viens de dire, le mot-clé, c'est l'intérêt de toutes ces analyses. Pourquoi faire toutes ces analyses pour une consultation, pour un naturopathe? Alors, pour qui ça s'adresse? Justement, c'est des naturopathes, c'est des micronutritionnistes, c'est des nutrithérapeutes, c'est des kinés qui vont développer une expertise, c'est des ostéopathes. Donc, dans les formations que j'anime, il y a vraiment des médecins, bien sûr, des pharmaciens. Et en fait, pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'on peut se passer de ces analyses? Parce que ça a un coût. Du coup, ça a un coût pour le patient, c'est pas très connu. Donc, comment faire passer ça, comment motiver le patient à faire ça? Ben, c'est parce que justement, ça va être extrêmement personnalisé. Ça va vraiment donner une prise en charge. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut donner de la vitamine D. C'est une hormone très, enfin, c'est une hormone, hein, je ne me suis pas trompé, hein. Dans mon livre, j'insiste beaucoup Oui, là-dessus. tout à fait. C'est pas une vitamine, c'est une hormone. Maintenant, je le dis comme ça sort tout seul. On pourra expliquer éventuellement pourquoi. Mais du coup, tout le monde sait qu'il faut en donner, mais à quelle dose? C'est ça l'intérêt de faire un dosage initial, parce on va avoir un protocole maîtrisé. C'est ça le titre du livre. L'idée, c'est qu'avec les analyses, on va maîtriser exactement ce qu'on va pouvoir apporter et avec des valeurs cibles, des valeurs santé. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Tout à fait. Et donc voilà, on peut justement à ce moment de l'interview préciser que ces analyses-là, elles n'ont pas besoin d'avoir une prescription médicale, que on peut, en France en tout cas, chaque personne peut les réaliser, mais toi, tu conseilles d'être guidé par un thérapeute qui saura justement conseiller la pertinence de telle ou telle analyse pour une personne donnée. Tu restes Tout à bien sûr, fait. Tout voilà. à fait. En France, c'est vrai que on a cette chance d'avoir Mm. un patient peut aller au labo du coin, du moment qu'il paye, il n'a pas besoin d'ordonnance médicale pour se faire faire des analyses, Tout à aussi fait. sophistiquées soient-elles, hein. Donc ça, c'est Mm. chouette. Il y a plein de labos en France qui font des analyses fonctionnelles. Voilà, on peut les citer, hein, Barbier, Juvenalis, le réseau Cerba aussi avec Biopredix. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que un des buts de cet ouvrage, c'était de permettre aux gens de comprendre que déjà que ça existe, déjà faire Oui, connaître, tout à fait, oui. un des buts de cet ouvrage, c'est de faire connaître leur existence, de ce type d'analyse. Et puis deuxième, c'est de faire comprendre quand même que on s'improvise pas sur l'interprétation, sur le raisonnement autour de ce type d'analyse et que ces analyses de terrain, on demande une certaine réflexion, une certaine expertise aussi. Et voilà, c'est un petit peu le but aussi. Mm. Oui, tout à fait. Donc, Toujours dans cette justesse, en fait,
de protocole, comme tu le mets si bien en valeur. Bah, donc là, on a parlé effectivement de ces analyses dans une démarche de prévention santé. Et dans ton ouvrage, tu parles bien aussi de l'émergence des maladies de civilisation, donc qui sont liées la plupart du temps à nos nouveaux modes de vie, donc plutôt la sédentarité, la western diet ou la malbouffe en bon français. Et tu compares bien ça avec un iceberg, en fait. Tu dis bien que la maladie, donc, bah, qui a été diagnostiquée par un médecin, c'est la partie immergée. Et puis, bah, au-dessous, tout ce qu'on voit pas, il y a toujours des troubles fonctionnels. Donc, ça veut dire que même quand il y a une maladie de diagnostiquée par un médecin, il y a encore plus d'intérêt de réaliser ce genre d'analyse, puisque Oui, c'est quand même, si on compare, il y a énormément de fonctionnels avant d'arriver au lésionnel. oui, tout à fait, oui, 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 oui. Bon, c'est vrai que oui, alors il y a la complémentarité, c'est vrai. Voilà, c'est tout à fait. Bah, justement, on peut continuer un peu sur le terrain inflammatoire. C'est vrai que parfois, il y a des situations où on a, par exemple, des consultations avec des MICI, hein, des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, évidemment, ce sont des gens qui sont diagnostiqués. C'est un diagnostic médical. C'est vraiment, justement, quelque chose d'essentiel à pouvoir orienter tout de suite si un patient consulte avec, je sais pas moi, 10 selles par jour, du sang dans les selles. Alors, tout de suite, c'est écoutez, vous voyez votre médecin, puis vous revenez me voir après. Et donc, du coup, souvent, ils ont des traitements. Et donc, en fait, souvent, je réconcilie les gens avec leur médecin. C'est paradoxal, mais on a souvent des gens qui sont en errance, qui sont déçus, qui sont voilà, qui attendent autre chose. Et moi, souvent, je leur dis, ben non, mais écoutez, les médecins, c'est important. Et donc, je réconcilie les gens avec leurs médecins, je détricote leurs croyances par rapport à ça, et je les invite, voilà, souvent à avoir des diagnostics le plus précis possible. Et après, bien sûr, là, si je reprends l'exemple d'une MICI, d'une maladie inflammatoire, admettons une rectocolite hémorragique, par exemple, eh bien, une fois qu'il y a le diagnostic, une fois éventuellement qu'il y a des traitements, même des traitements très modernes, hein, des biothérapies ou autres, alors on peut essayer d'éviter pendant peut-être, mais c'est leur médecin à nouveau qui leur dit s'ils peuvent éviter ou pas. Et puis après, nous, évidemment, on a un rôle fabuleux pour justement avoir une maîtrise du terrain inflammatoire, apporter un complément avec tout un protocole possible qui vont diminuer les poussées inflammatoires de ce type de pathologie et voilà, leur permettre de remanger quasiment normalement. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très chouette à faire, quoi. Même quand il y a un diagnostic, c'est vrai, médical, parce que en dessous, eh bien, comme tu disais très bien, en dessous de l'iceberg, en dessous de la partie immergée, ben, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Donc, voilà. Mm. Bah, moi, ce que je présente souvent les choses que le médecin, il va s'occuper de la maladie. Oui, il a fait 10 ans d'études pour ça. Et puis, bah, nous, on va s'occuper du terrain, comme tu disais, tout faire pour que justement, il n'y a pas des mauvaises herbes qui poussent ou en tout cas essayer de les contenir. Donc, pour dire Ouais, que c'est vraiment quelque chose de complémentaire et que ces analyses-là, elles complètent ce qui peut être proposé par le médecin et c'est pas du tout antagoniste ou aller à l'encontre. Et c'est pas du tout non plus le genre de conseil qu'on va prodiguer en cabinet. On va toujours aller dans le sens de la santé, mais certainement pas faire arrêter des traitements ou autre, parce que c'est vrai que ça peut être une demande aussi. Voilà, mon médecin, je ne veux mm, pas prendre les médicaments, donnez-moi quelque chose d'autre. Et non, en fait, ouais, 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 on est là pour accompagner, mais certainement pas pour aller à l'encontre des conseils médicaux. ouais, ouais. Ouais, on pense au cardiovasculaire aussi, par exemple, ou des consultations de prévention secondaire, ou des gens qui ont déjà eu un accident vasculaire ou autres, qui ont des traitements, parfois des protocoles, on va dire post-infarctus, par exemple, des choses comme ça. Et c'est intéressant, justement. Ils ont un vrai traitement, une vraie prise en charge médicale, mais on peut optimiser, on va dire, le terrain aussi sur ces sujets-là. Et donc, ça donne des supplémentations potentielles je sais pas, en coenzyme Q10, en vitamine D et autres, en oméga 3 pour reprendre un exemple du terrain inflammatoire et autres. Donc, des choses vraiment pertinentes. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, un bilan cardiovasculaire de prévention qui est vraiment très intéressant. Mm.
Mm. Et donc là, tu as commencé à parler de l'hormone D. Est-ce que tu as des analyses un petit peu de base parce que tu as remarqué il y a vraiment des gros déficits et pourtant ces marqueurs-là, voilà, quand ils sont déficitaires, il y a vraiment des conséquences assez majeures sur plusieurs terrains. Ouais. Est-ce que tu vas nous Ah, parler? les plus grosses, les trucs les plus frappants, c'est souvent les carences des végétariens, des véganes ou même des flexitariens, quelque chose un peu à la mode là justement, de petits mangeurs de viande. Ça, c'est des bilans souvent catastrophiques, mais pas souvent, c'est systématique en fait. Donc, moi, j'ai rien contre ces régimes. Je dis toujours, je respecte absolument tous les régimes que les gens veulent faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Quand on choisit ce mode alimentaire, il faut savoir, et c'est pas un mythe, hein, ça par contre, j'en ai vraiment régulièrement des bilans catastrophiques, que ce soit sur le zinc, que ce soit sur la vitamine A, que ce soit sur le sélénium, l'iode, la vitamine D, les oméga 3 par exemple, ça c'est absolument catastrophique, ou évidemment les plus classiques comme le fer et la B12. Mais on pense souvent que ça. Sur un végétarien, on se dit, ouais, il faut une supplémentation de vitamine B12. Oui, mais déjà, parfois, elle apparaît très longtemps après, hein, ça, 1 ou 2 ans après le début du végétarisme. Et souvent, les gens savent un petit peu, pas toujours, hein, qu'il faut se supplémenter quand même. Pas toujours, hein, loin de là. Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment il y a une revisite complète de la perception qu'on a de ce type de régime et de vigilance, en fait. Donc, voilà, même si on sait, les études sont claires que c'est quand même globalement un régime plutôt santé, être végétarien, voilà, c'est plutôt bien, même s'il y a vraiment des études un peu contradictoires dans le sens, mais donc c'est pas négatif, quoi, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a pas mal de carences qui peuvent amener des troubles fonctionnels, et ça, c'est pas toujours bien évalué, quoi. On regarde l'impact des régimes végétariens versus d'autres diètes avec des études observationnelles, et on va regarder sur la survenue des cancers, des troubles cardiovasculaires, et que sais-je encore, des grosses pathologies, des diabètes, etc. Mais sur le trouble fonctionnel, qui est quand même la grande majorité de nos consultations, justement, une carence en zinc, une carence en cuivre, une carence en zinc, une carence en sélénium, en iode, déjà la thyroïde, elle n'est pas très bien avec ça. Et donc, on va avoir potentiellement des hypothyroïdies fonctionnelles et du coup, ben, mal-être, hein, une fatigue, etc., etc. Et ça, c'est quand même des choses assez fréquentes, quoi, Tout à fait. par D'accord. exemple. Donc, et des troubles inflammatoires aussi, bizarrement, sur des végétariens. Vous allez me dire, je parle beaucoup d'inflammation, mais on se dit c'est un régime anti-inflammatoire, mais les carences induites amènent au contraire à des problématiques inflammatoires. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'est une revisite un peu, ça. C'est intéressant, quoi, de voir sous un autre angle, en Tout fait. à fait. Mm. Bah, surtout que là, les régimes alimentaires un petit peu hors de l'omnivorisme, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et Ouais. ça, des fois, ça part dans tous les sens et il y a pas forcément, c'est pas forcément adapté aux besoins de la personne. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer des bilans parce que, par exemple, le végétarisme, tout le monde peut pas être végétarien. Moi, je dis toujours, on n'a pas les mêmes capacités extractives, enzymatiques. Donc, c'est vrai que Ouais, on revient toujours à la personnalisation. tout à fait. Ouais, on Voilà, revient à ça, c'est ouais, ouais. vraiment notre Mm, maître mot. mm. Et puis, bah, je vais te poser une dernière question bah, sur le sujet du bilan crétois. C'est Oui. un bilan dont tu parles toujours et moi, je le présente comme un petit peu un bilan de base pour toute personne qui est soucieuse de sa santé, de la conserver. Est-ce que tu peux nous dire ce qui regroupe ce bilan dont tu Ouais. nous parles régulièrement, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bah, c'est une très bonne transition avec ce que tu disais avant, justement, où en effet, il y a moult manières de manger aujourd'hui. Mhm. Chacun, on a l'impression qu'il y a autant de manières de manger que d'individus, dans le sans gluten, le cétogène, le végétarien, le végétalien, le vegan, etc. Et toutes ces exclusions aussi potentielles. Voilà. Donc il y a beaucoup, en effet, de diètes et on ne sait plus trop finalement. Le sans FODMAP, bien sûr, j'allais oublier celui-là. Et du coup, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il faut pour un patient donné, qu'est-ce qu'il faut, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a
une universalité qui peut se dégager de cet éclectisme. Et en fait, il s'avère que c'est le régime méditerranéen, justement, qui est le régime référent sur les études. Hein. C'est là vraiment, c'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est quand on regarde toutes les centaines d'études qui sont publiées chaque année sur la nutrition. Eh bien, c'est le régime méditerranéen ou le régime crétois qui est référent. Et donc, évidemment, c'est intéressant, comme je l'expliquais en deux mots tout à l'heure, d'avoir quelques analyses qui permettent de voir s'il y a une bonne conduite de ce régime avec l'assiette d'un patient, quoi, d'un patient donné, d'une personne donnée. Et du coup, il y a trois analyses, en effet, qui permettent, trois, alors il y en a d'autres, hein, mais trois majeures, surtout d'évaluation de l'assiette, ce qui est vraiment essentiel. C'est donc le bilan des acides gras érythrocytaires, je disais tout à l'heure, qui fait le bilan de l'assiette des gras. Et on sait que, évidemment, dans le régime crétois, les gras ont une place, les gras de qualité ont une place prépondérante avec la célèbre huile d'olive, et puis les poissons gras, évidemment, et aussi d'autres huiles, l'huile de noix, par exemple. Voilà, les oléagineux, de manière générale, qui contiennent des graisses évidemment très intéressantes. Donc déjà, la fidélité au gras à travers cette analyse, la fidélité par rapport au régime crétois des apports de fruits et légumes colorés, hein, puis le régime crétois fait une belle part aussi à tout ce qui est caroténoïdes et polyphénols, les fameux polyphénols aussi, très bons pour la santé. Donc j'en ai parlé tout à l'heure de l'analyse des caroténoïdes, qui est une analyse sanguine aussi. Et puis la fidélité aux fibres, parce que le régime méditerranéen est aussi très riche en fibres, que ce soit à nouveau avec on retrouve les mêmes ingrédients, hein, à nouveau avec les fruits et légumes et les oléagineux notamment, et les légumineuses aussi. Voilà, donc d'autres sources aussi. Donc avec ça, eh bien, avec ce type d'analyse, on a vraiment un bon reflet. Et alors, si je devais hiérarchiser les plus mauvaises, la plus mauvaise, c'est les fibres. Les gens, bon, on sait que personne ne mange assez de fibres, mais quand on fait les bilans des acides gras à courte chaîne, donc cette dernière analyse, c'est sur les sels, donc acides gras à courte chaîne, des métabolites que produit le microbiote à partir des fibres qu'on peut analyser dans les selles d'un patient. Et donc, quand on fait ce bilan, on voit vraiment que les gens ne mangent pas de fibres. Là, c'est très concret parce que c'est vraiment exceptionnel d'en avoir un bon. Et ensuite, on mettrait en deuxième les gras. Les gras, il y a au moins des bilans d'acides gras qui sont très mauvais. Et les caroténoïdes qui sont, on va dire, qui peuvent être relativement corrects quand même. C'est quand même, on voit quand même que l'assiette colorée est plutôt pas mal. Voilà, c'est le moins pire, on va dire. D'accord. Bah, Voilà. effectivement, les acides gras à chaîne courte, on parle quand même de plus en plus du fameux butyrate, Ouais, et notamment dans l'axe intestin-cerveau. Et oui, c'est vrai que bah, le régime méditerranéen, le docteur Guillaume Font, il en parle beaucoup aussi, il le cite pas mal et il donne pas mal de conseils aussi en ce sens, de conseils alimentaires. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir que les nouveaux psychiatres, enfin, oui, qui en fait un changement, un nouveau paradigme, pardon, oui, dans la santé mentale, et ben, ils sont très ouverts à cette approche nutritionnelle et fonctionnelle. oui, oui, bah, il est remarquable. Lui, hein, ça fait des années que je l'avais Oui, tout à repéré, il y a des années déjà à Marseille, là, et il fait un travail exceptionnel. Tu l'as interviewé? Tu as déjà pu l'interviewer, non? Parce Non, que je non, pense pas encore. que tu pourrais, hein, je pense qu'il serait assez ouvert. Enfin, je pense que tu pourrais. Ouais, ouais. On va tenter. Bah, Ouais, écoute, ouais. merci infiniment Bruno. Donc on a déjà de bonnes bases. Et puis évidemment, pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est vraiment un régal. Tout est clair, tout est vraiment sourcé, documenté. Il y a plus de 600 références scientifiques. Donc voilà, c'est vraiment du lourd, comme on dit. Vraiment chouette et chaque mot est juste. Vraiment un vrai bijou. Et puis, bah, on va parler de ton activité de formateur. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance il y a quelques années. Bah, tu es co-créateur de l'organisme DFM Formation. Donc ça, on va s'adresser plutôt aux naturaux et aux professionnels de santé. Et c'est vraiment c'est un merveilleux organisme ouvert, humain, et ça permet vraiment bah, d'upgrader, comme on parlait de bilan 2.0, d'upgrader nos accompagnements en ayant des outils précis, scientifiques, et vraiment là, on apporte vraiment
le meilleur aux personnes qu'on reçoit en consultation. Et donc, comme j'ai dit que tu étais co-créateur, on va citer notre merveilleuse Guénelle Abéguier, qui est ton binôme en fait, et puis qui a publié cet ouvrage. Enfin, elle est spécialisée hormonaux, donc les troubles hormonaux reprenaient le pouvoir. Donc toi, tu nous invites à maîtriser et Emmanuel et Guénelle, pardon, elle parle de reprendre le pouvoir. Il est également publié l'ouvrage de Guénel aux éditions Marco Pieter, collection Résurgence médecine fonctionnelle. Et c'est aussi pareil, un chouette ouvrage qui est très complémentaire du tien. Et c'est vrai que vous complétez vraiment, vraiment bien tous les deux. On a vraiment grand plaisir de vous connaître et de suivre vos formations. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis surtout qu'on transmet, nous, en cabinet. Donc je pense que c'est vraiment une transmission de savoir qui est vraiment précieuse. Pour les thérapeutes et aussi pour les personnes qu'on soit en consultation. Donc, vraiment un immense merci à toi, Bruno. Je sais que ton temps est précieux. Et vraiment, j'ai vraiment savouré ce beau moment passé avec toi. Et je pense que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo auront exactement la même impression. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, Bruno, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui vont nous regarder? Bah, déjà, je voulais te remercier, Maud, parce que c'était très dynamique, très pointu en même temps, et puis voilà, accessible, je pense aussi, tout ce que j'aime. Eh bien, écoute, non, bah, le mot de la fin, soyez en bonne santé, restez en bonne santé par tous les moyens possibles, ouvrez des nouveaux territoires. Ouais, c'est ça que je pense que vraiment l'époque est à ça, quoi. C'est-à-dire, euh, tout est possible aujourd'hui et il faut vraiment pas hésiter à ouvrir des nouveaux territoires parce que les découvertes scientifiques nous amènent vers des nouveaux territoires et il y a plus de raison de ne pas être des explorateurs et notamment d'une nouvelle santé. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Mm. Bah, écoute, maîtrisez votre protocole santé. On a des bons outils dans ton ouvrage et je te remercie vraiment de nous offrir ton savoir au quotidien. Merci Merci beaucoup, Bruno. Maud. Merci. Merci. Bonne soirée à toi. Merci, au revoir. Au revoir.